Mais d'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale, c'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvées malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. Je n'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou les réunions qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives pour la première fois qu'on réussit un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Et donc il faudrait peut-être pas qu'on se trompe. Et malheureusement, encore une fois, ils se sont auto-disqualifiés parce que le président de la République disait à Bruxelles qu'il n'organisera pas, ou les personnes qui doivent participer au dialogue doivent être des personnes qui sont capables de nommer l'ennemi. L'ennemi n'a pas été nommé. Ça veut dire encore une fois qu'il y a cette forme toujours de complicité des Congolais qui veulent s'associer à l'œuvre de la destruction de ce que nous sommes en train de construire, parce que nous voulons trouver des solutions, non pas seulement pour les Congolais d'aujourd'hui, mais nous voulons trouver des solutions pour les Congolais de demain. Et donc, il faut considérer que pour nous, c'est un non-événement. L'événement était ce que nous avons fait à Washington, et que pour nous, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le président de la République a déjà tracé la voie. Nous avons un processus qui se tient ici à Washington, un autre qui se tient à Doha, et à l'intérieur du pays, le président de la République a déjà rassemblé toutes les confessions religieuses qui ont une feuille de route, et en tant que garant de la nation, article 69 de la Constitution, les moments venus, c'est lui qui décidera, mais il a déjà préalablement défini les lignes, parce qu'il ne sera pas question de faire un dialogue avec les représentants. Vous savez, quand j'ai lu les documents, si vous prenez le point 3.2, vous voyez que le point 3.2 parle de la condamnation de ce qui se passe à Ituri et dans la partie nord Kivu sous état de siège. Vous vous posez la question des gens qui se disent congolais, qui condamnent ce qui se fait dans un environnement sous état de siège, mais qui ont la cécité, c'est-à-dire aveuglés, de ne pas voir ce qui se passe à Goma. Moi, je suis du Nord Kivu, j'étais gouverneur pendant 12 ans. Je connais les massacres qui se passent dans chaque localité au Nord Kivu. Mais des gens se réunissent qui se disent parler de la paix, mais qui ne savent pas dire au Nord Kivu et au Sud Kivu, voici ce qui s'y passe. Mais ils préfèrent aller citer Beni, hein, et Ituri. Je pense que quand on a dirigé un État comme la RDC, on doit s'empêcher d'avoir un certain nombre de comportements. Et lorsque j'ai vu les documents est signé par 12 personnes. Prenez les documents et prenez les 3 derniers noms et voyez l'écriture de ces 3 noms. C'est la même personne qui a écrit et c'est la même personne qui a signé. C'est-à-dire on est en manque même de trouver des gens qui devaient signer les documents. C'est 12 personnes. Lisez les documents, vous allez trouver 3 derniers noms. 9, 10, 11, 12. Même écriture et même personne qui signe pour dire qu'on est en manque de trouver. Et les personnes qui étaient supposées être à l'avant-plan n'ont même pas signé. C'est-à-dire, elles préfèrent exposer les autres, pas qu'elles savent les retombées
de cette fausseté qu'on a mis dans l'opinion. Donc, moi, quand j'ai vu ce draft-là, je l'ai considéré comme un chiffon que l'opinion congolaise ne doit pas considérer, parce que quand on a dirigé un État, on doit s'empêcher d'adopter un certain nombre d'attitudes. On doit avoir de l'honneur, on doit avoir une grandeur, on doit viser plus haut. À la place, quand on devient chef d'État congolais, ce qu'on doit viser, c'est d'être président de la Commission de l'Union africaine pour diriger les autres chefs d'État. C'est de viser de prendre la francophonie, parce que pour moi, c'est lui qui tient la francophonie ne mérite pas parce qu'on avait quitté la langue française. C'est de viser d'être secrétaire général de l'ONU. C'est ça les grands hommes. On ne peut pas être un grand homme pour dire à Ituri et au Nord Kivu, dans la partie Béni, il y a ceci, on va attaquer. Mais la posture des hommes d'État, c'est de concourir à la construction de leurs États. Ce n'est pas de les détruire. Moi, je voudrais lancer donc un message aux Congolais qui m'attendent en ce moment, qu'il s'agisse de ceux du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'ensemble de la République, que les gens qui se sont réunis autour d'un draft que vous avez vu dans l'opinion n'avaient que pour objectif de détourner l'attention de ce qui s'est fait ici aux États-Unis, qui est un fait mobilisateur pour relancer la constitution du pays, et que donc la RDC va se dresser contre toute personne qui va chercher à distraire sa marche vers l'émergence. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre Paluku, merci à Monsieur Diodomi, conseil spécial, merci à vous tous de vous être mobilisés. Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025. Déclaration finale. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se sont réunies en conclave sous la présidence de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, du 14 au 15 octobre 2025 dans la ville de Nairobi au Kenya. Elles ont procédé à l'analyse minutieuse de la situation générale du pays et évalué la nécessité de se rassembler pour conjuguer leurs efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Dans ce cadre, elles se sont penchées sur l'ordre du jour ci-après. 1. Analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo. 2. Définition de la réponse collective apportée à ce jour à la crise. 3. Voie de sortie de crise. S'agissant du premier point, les participants au conclave ont reconnu l'existence d'une crise profonde et multidimensionnelle. Crise politique et sécuritaire, crise économique, crise sociale, crise de dignité, crise de violence, crise de vision, crise nationale et régionale. Ainsi, sur le plan politique, la double crise de légitimité et de légalité qu'accusent les pouvoirs en place depuis plusieurs années et en particulier depuis les violations intentionnelles et successives de la Constitution et le reniement de l'accord global et inclusif par le pouvoir en place, lesquels avaient permis pourtant la réunification du pays, la réconciliation nationale et l'instauration d'un nouvel ordre politique, ont été à la base de la crise profonde que connaît le pays. Cette crise s'est aggravée par la guerre et la violence qui sévissent dans la partie est et ouest du pays, et plus particulièrement aussi avec la forfaiture électorale de 2023 qui a donné lieu à un rétrécissement de l'espace politique, à une marche rétrograde quant aux acquis démocratiques, ainsi qu'à la désarticulation des équilibres institutionnels et sécuritaires chèrement obtenus.
En outre, la volonté du pouvoir d'engager la révision de la Constitution dans un tel contexte fragilise davantage la cohésion nationale, déjà mise à mal par l'absence d'une culture de dialogue et la prolifération d'antivaleurs telles que le tribalisme et l'antagonisme communautaire. Enfin, le refus du pouvoir de s'inscrire dans la dynamique de dialogue inclusif telle que proposée par la CENCO et l'ECC, soutenue par le peuple congolais et la communauté internationale, ne laisse pas d'ouverture à la résolution de la crise multiforme que connaît le pays. Sur le plan économique, la gouvernance publique enregistre des contre-performances qui éloignent le pays de toute perspective de progrès et de développement. Les participants ont de ces faits déploré l'instabilité du cadre macroéconomique alimenté par des politiques irrationnelles fondées essentiellement sur une propension à la prédation et à la corruption. Plus particulièrement, la gouvernance caractérisée par des finances publiques déficitaires de façon chronique assombrit le quotidien et les perspectives de la République démocratique du Congo, avec pour conséquence d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Sur le plan social, à l'image du dernier classement du PNUD, pointant la République démocratique du Congo au rang de pays le plus pauvre du monde, la crise se décline en forte dépréciation des indicateurs socio-économiques. Le quotidien des Congolais est ainsi marqué par une inflation galopante, accompagnée paradoxalement d'une appréciation factice du franc congolais, la rareté des services de base tels que la desserte en eau potable et en électricité, la dévalorisation de l'éducation nationale et les difficultés d'accès aux soins de santé primaires. À cela s'ajoute le taux de chômage élevé, la violence urbaine et les embouteillages monstres qui illustrent à suffisance les carences en matière de gestion urbaine. En définitive, les participants notent la détérioration de la situation générale du pays et l'incapacité de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nonobstant sa mainmise sur les leviers du pouvoir, à piloter une quelconque politique publique susceptible de répondre aux besoins pressants de notre population, au point que, dans l'imaginaire collectif, seule son incompétence et son irresponsabilité pourraient expliquer de manière singulière toutes les difficultés que traverse notre pays depuis son avènement en janvier 2019. S'agissant du deuxième point, les participants ont évalué les réponses collectives, réalisé leurs faiblesses et inadéquations avec la gravité de la situation que traverse le pays. S'agissant du troisième point, fort du diagnostic posé avec rigueur, les forces politiques et sociales réunies en conclave sur l'avenir du Congo, 1. Constatent avec gravité la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et ce, en dépit de la tenue des négociations directes à Doha au Qatar entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC/M23. Lesquelles négociations ont conduit à la signature, le 27 juillet dernier, de la déclaration de principe assortie de plusieurs engagements dont la cessation des hostilités entre parties au conflit, ainsi que le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en République démocratique du Congo, signé le 14 octobre 2025. 2.
dénonce avec fermeté la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous administration militaire dans le cadre de l'état de siège. 3. Expriment leur solidarité et réaffirment leur proximité patriotique à l'endroit de tous les compatriotes victimes de violences de tous ordres dans la partie est de notre pays, dans le Kwango, dans le Kwilu, dans le Mai-Ndombe, ainsi que dans les centres urbains de Kinshasa et du Haut-Katanga. 4. Réitèrent leurs préoccupations quant au contexte politique du pays, marqué notamment par la réinstauration de la dictature, par l'union sacrée convertie en parti unique, le rétrécissement de l'espace démocratique, l'instrumentalisation à outrance de la justice à des fins de règlement des comptes politiques, la confiscation de moyens de l'État à des fins de propagande et de pérennisation d'un pouvoir illégitime, fondamentalement dressé contre le peuple. 5. Affirme que le règlement définitif de la crise politique, délibérément créé et entretenu par Tshisekedi Tshilombo, passe nécessairement par la tenue d'un dialogue inclusif, sincère, sans sujet tabou et dont les conclusions sont imposables à tous. Elle récuse donc, de la manière la plus formelle, le monologue projeté par M. Tshisekedi Tshilombo et réaffirme en conséquence leur soutien au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, initié par la mission conjointe ECC-5O. 6. Dénonce la détention arbitraire des leaders politiques et sociaux, des membres de forces de sécurité et de défense, ainsi que tous les jugements iniques prononcés par les cours et tribunaux à l'encontre des leaders de l'opposition et des voix critiques au régime de Kinshasa. 7. Dénonce le détournement des deniers publics et le pillage des ressources naturelles du pays par le régime en place. 8. Décide de se rassembler dans un cadre dénommé Mouvement Sauvant la République démocratique du Congo, en abrégé Sauvant la RDC, Tobikisa Ekolo, Tuokowe Taifa, Tupandishai Jitunga, Beto Mvulusa Insi, de prendre contact avec tous les Congolais opposés à la dictature afin de mener à l'unisson des actions en vue de mettre fin à la tyrannie, de restaurer l'autorité de l'État, de rétablir la démocratie et de favoriser la réconciliation nationale. 9. Décide d'engager une grande offensive diplomatique afin d'éclairer les pays frères d'Afrique ainsi que les partenaires extérieurs sur la crise qui déchire notre pays, ses causes profondes et les voies pour y mettre fin de manière efficace et durable. 10. Décide de s'approprier les 12 priorités visant à restaurer le Congo proposées par son Excellence Joseph Kabila Kabange à l'occasion de son adresse à la nation du 23 mai 2025 et en particulier celle relative à la mise à terme de la dictature. 11. Lance un appel à toutes les forces politiques et sociales qui partagent la feuille de route et l'agenda ainsi défini à se joindre à la présente plateforme en vue de poursuivre ensemble la lutte contre la dictature et la promotion du mieux-être de population congolaise. 12. Exige le retrait de toutes les troupes étrangères et des mercenaires du territoire national.
13. Adopte les résolutions du conclave des forces politiques et sociales et s'engage à les mettre en œuvre avec diligence et efficacité. 14. Invite le vaillant, brave et résilient peuple congolais, dans toute sa diversité, à dresser le front et à résister à la dictature. De chaque recoin du Congo, unissons-nous et posons chaque jour des actions pour sauver la République démocratique du Congo. Chaque geste compte et comptera pour la victoire et pour la dignité. Fait à Nairobi,